Les actes unilatéraux ainsi identifiés, on peut maintenant en dresser une typologie. Paragraphe 2, la typologie des actes étatiques unilatéraux. Alors, on peut apprécier les actes unilatéraux, on peut les classer suivant leurs conditions de validité, c'est-à-dire le pouvoir qui est exercé, c'est un classement classique qu'on retrouve en droit administratif, ou suivant leur objet. Et alors, on trouve une problématique spécifique au droit international. Un mot d'abord, grand A, sur les conditions de validité des actes unilatéraux, c'est la question du pouvoir qui est exercé. On va du pouvoir lié au pouvoir discrétionnaire. Grand A, les conditions de validité. Alors, effectivement, on peut distinguer un droit international comme un droit interne, les actes unilatéraux suivant le type de pouvoir qui est exercé. Le premier, c'est le pouvoir lié, c'est la situation dans laquelle, face à un certain nombre de circonstances qui sont réunies, l'État doit adopter un certain acte, il a l'obligation d'adopter l'acte. C'est l'hypothèse, par exemple, de certains documents qui doivent être accordés dans le domaine maritime après un contrôle d'un navire, la carte des gens de mer, les documents européens relatifs à la protection à la couverture de santé. Voilà, si les circonstances sont réunies, l'État doit émettre ce type de documents. On peut trouver des exemples dans des domaines plus familiers, peut-être, comme le domaine de l'extradition. Lorsque les conditions prévues par le traité d'extradition sont réunies, l'acte d'extradition doit être accordé. Donc l'extradition doit être accordée et la personne livrée. On est dans des hypothèses où le pouvoir de l'État se manifeste par des actes unilatéraux, mais dont l'exercice correspond à un pouvoir lié, c'est-à-dire à des conditions définies. Si on ne respecte pas ces conditions, c'est-à-dire si lorsque ces conditions se réunissent, l'acte n'est pas adopté tel qu'il devait l'être, alors l'acte n'est pas valablement formé et il peut être contesté par l'autre partie. Il faut cependant rappeler que le droit international, comme solution, comme approche générale, n'est pas est un droit qui est d'abord attaché aux responsabilités et pas à la validité. Ce qui veut dire que en pratique, le résultat de ces situations va être une problématique normalement de responsabilité. Donc celui qui n'a pas adopté l'acte qui devait être adopté va devoir répondre de ces actes. C'est sur le terrain de la responsabilité que la question est le plus souvent réglée en droit international. À l'opposé du pouvoir lié, on a l'hypothèse du pouvoir discrétionnaire. On a vu la nomination du chef de la diplomatie, par exemple, ou en sens inverse, la déclaration d'un diplomate comme persona non grata. Voilà des actes discrétionnaires qui n'ont pas à être motivés. Ils sont, en quelque sorte, toujours légaux, sauf si, à moins qu'ils ne viennent à heurter une autre réglementation. Mais en tant que tels, ils sont conçus comme des décisions discrétionnaires, des décisions non soumises à des conditions de validité spécifiques. Et donc, on ne peut pas les contester en invoquant sur le terrain de la légalité, à moins de trouver, encore une fois, un fondement de légalité, d'illégalité autre, donc la violation d'une obligation différente, autre que celle qui conférait le pouvoir décisionnel. Entre ces deux extrêmes, le pouvoir lié, face à certaines circonstances, je dois adopter un acte, ou je adopte l'acte librement, face à ces deux circonstances, il y a l'hypothèse qui est peut-être plus fréquente, et qui est l'hypothèse du pouvoir ni lié ni discrétionnaire, mais simplement dirigé par le droit international. C'est l'hypothèse dans laquelle, face à certaines conditions, lorsque certaines conditions sont réunies, l'État peut adopter une certaine décision. Voilà, c'est l'hypothèse d'un traité restreint, permet l'adhésion dans certaines circonstances. Lorsque ces circonstances sont réunies, l'État peut adopter l'acte d'adhésion. Alors,
dans cette hypothèse, on trouve une situation qui est familière à la doctrine administrativiste. On parle du contrôle dissymétrique, mais plus simplement, du point de vue du droit international, il faut distinguer l'hypothèse où on exerce la faculté qui était encadrée ou on ne l'exerce pas. Par exemple, l'État qui remplit les conditions de l'adhésion adhère au traité. Et alors, l'adhésion au traité n'est valable que s'il respectait et s'il remplissait effectivement les conditions d'adhésion. Donc les autres États pourront réagir et rejeter l'adhésion si les conditions de l'adhésion ne sont pas remplies, et dans ce cas, l'adhésion restera sans effet. Donc l'hypothèse où la faculté est exercée, et on est alors dans une situation comme une situation de pouvoir lié. Il faut avoir respecté les conditions de l'adhésion pour pouvoir adhérer effectivement. Toute entité qui voudrait adhérer à un traité ne peut pas le faire simplement en le souhaitant, il faut qu'elle remplisse les conditions pour l'adhésion. Mais, en sens inverse, si une entité qui remplit les conditions, un État qui remplit les conditions pour adhérer à un traité, refuse d'adhérer, alors il est dans la situation du pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire que les conditions soient remplies ou qu'elles ne soient pas remplies, il est toujours libre de ne pas adhérer. Il est lié s'il veut adhérer et libre s'il n'adhère pas. Donc ce sont les deux situations opposées. Le refus est discrétionnaire, l'adhésion est liée. On est là dans une typologie classique pour les juristes, bien connue des administrativistes, mais en réalité assez banale du point de vue de la théorie juridique. Plus originale est la question de la typologie des actes unilatéraux étatiques suivant l'objet, grand B, l'objet des actes unilatéraux. C'est la question de l'existence d'un pouvoir réglementaire unilatéral en droit international. Existe-t-il? Par des actes unilatéraux, un État peut délimiter sa zone économique exclusive. Il peut nommer un représentant. Mais ce ne sont pas des règles, ce sont des situations juridiques qui sont constatées ou créées. Mais dans le cas de la nomination du ministre des Affaires étrangères, mais ce ne sont pas des règles qui sont créées. Est-ce qu'on peut créer des règles? Et sous l'angle de la théorie des obligations, est-ce qu'on peut créer des obligations en droit international par la voie unilatérale? La réponse est de la jurisprudence, de la pratique internationale. La réponse est oui, l'État peut poser des règles et donc peut créer des obligations par la voie unilatérale à condition qu'elle ne fasse que restreindre ses propres prérogatives et donc éventuellement augmenter les droits des autres, mais pas restreindre les prérogatives et les droits des autres. Pour cela, pour restreindre les droits des autres, il faut leur accord. En revanche, unilatéralement, seul l'État peut restreindre ses propres prérogatives dans les trois figures classiques qu'on peut identifier. D'abord, l'interdiction. L'État peut s'interdire un comportement pour l'avenir. C'est l'auto-engagement proprement dit, comme on dit dans la terminologie du droit international, mais qui rejoint la promesse du droit civil. Il s'engage lui-même, il s'auto-interdit un certain comportement. C'est l'arrêt rendu en 1974 de l'affaire des essais nucléaires français. La France, par la voix de son président de la République, promet qu'elle n'effectuera plus jamais des essais nucléaires atmosphériques dans le Pacifique Sud. La Cour internationale de justice considère que les requêtes tendant à voir la Cour prononcer cette obligation sont désormais sans objet, il n'y a plus lieu à statuer, car la France s'est déjà engagée, elle a déjà créé l'obligation de ne pas, déjà poser en tout état de cause, par la voie unilatérale, l'obligation de ne plus procéder aux essais atmosphériques. Un cas de figure proche de cette interdiction, c'est l'autorisation accordée à autrui. Un État peut, par la voie unilatérale, y compris par une loi interne, autoriser un autre État à exercer
un pouvoir dont cet autre État était normalement dépourvu. On connaît une illustration très intéressante, qui est la sentence arbitrale rendue entre la Grande-Bretagne et les États-Unis en 1921, dans l'affaire du navire Wanderer. Dans cette affaire, le tribunal était confronté à une loi britannique qui autorisait les autorités américaines à procéder à certaines opérations d'arraisonnement et de saisie sur les navires britanniques s'ils étaient surpris en train de braconner des phoques dans l'Atlantique Nord. Et donc, dans cette affaire, la Grande-Bretagne se plaignait de l'exercice qui avait été fait de cette autorisation par le Royaume-Uni dans une hypothèse où le navire n'avait pas été, Wanderer, n'avait pas été pris en flagrant de braconnage, mais on avait trouvé à bord du navire, les autorités américaines avaient trouvé à bord du navire des instruments qui étaient destinés à la capture illicite des phoques. Et alors, le tribunal donne raison au Royaume-Uni, en considérant que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis, mais a autorisé les États-Unis dans certaines conditions. Et donc, les États-Unis ne pouvaient utiliser l'autorisation britannique qu'en respectant les conditions britanniques. Le dépassement des conditions britanniques, notamment la condition, il fallait que qu'on soit un flagrant, le dépassement des conditions britanniques engage, donc le dépassement de l'autorisation engage la responsabilité internationale des États-Unis. Enfin, troisième et dernier cas de figure de ce pouvoir de se réglementer, c'est un pouvoir d'habilitation. Un État peut unilatéralement, y compris par sa loi, habiliter un tiers, notamment une organisation internationale, à exercer à son égard un pouvoir dont cette personne aurait été, cette entité extérieure, aurait été dépourvue. C'est l'hypothèse, notamment, de la législation suisse relative au pouvoir du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, et notamment la décision du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie de l'affaire Blaskic, le 29 octobre 1997, dans laquelle le tribunal accepte de considérer que du moment où une loi suisse l'autorisait, l'habilitait, plus exactement, à adopter des injonctions valables pour le territoire helvétique et assorties de sanctions, des sub pena duces tecum, dans la formule latine retenue par le tribunal, donc des injonctions assorties de sanctions sur le territoire helvétique, cette habilitation donnée par la loi suisse suffisait à fonder en l'espèce le pouvoir du tribunal qui pouvait, entre guillemets, se trouver augmenté par l'habilitation suisse. Donc on voit dans ces trois cas de figure assez différents, l'interdiction, l'autorisation et l'habilitation, une logique d'ensemble. Si le droit international admet le pouvoir de créer unilatéralement des obligations dans ce domaine-là, c'est parce qu'elle restreigne, en définitive, les prérogatives de l'auteur. Mais l'affaire Wanderer le montre, si ensuite on veut bénéficier de ces obligations, on doit en respecter les conditions, quitte à engager, si on ne le fait pas, la responsabilité internationale, car on a alors outrepassé le droit qui nous était accordé.